Bonsoir. Plusieurs centaines de jeunes agriculteurs courtisés à l'Élysée cet après-midi par le président de la République à l'avant-veille de l'ouverture du grand salon de l'agriculture à Paris. Un cru 2018 un peu particulier quand même, sur fond de crise de la profession, de doute des consommateurs, de rancœur également des agriculteurs vis-à-vis de la grande distribution. Alors une nouvelle ère va-t-elle s'ouvrir, faite d'excellence, de proximité, d'innovation, de bio aussi? Tiens, le bio est-il la panacée? C'est le segment le plus demandé actuellement. Alors est-ce que l'offre peut suivre? À voir. Tiens, d'ailleurs, doit-on forcément l'opposer aux produits chimiques? Bio, pesticides, faut-il choisir? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Ah oui, ça commence à être l'affluence à 48 heures de l'ouverture du Grand Salon de l'Agriculture, là tout autour de la porte de Versailles où se trouvent les studios de BFM Business. Et on retrouve toujours, comme chaque soir, comme chaque jour sur BFM Business dans les décodeurs, nos experts, nos acteurs, nos spécialistes. Jean-Baptiste Moreau, il est député La République En Marche du département de la Creuse, rapporteur du projet de loi Agriculture et Alimentation, et lui-même éleveur dans son département de la Creuse. Serge Michels, président de l'agence Protéines, auteur de Marketing de la peur. Avec nous également un autre éleveur, Étienne Gagneron, éleveur en bio dans le département du Cher, responsable bien-être animal à la FNSEA où il est vice-président. Maximilien Rouer, expert en stratégie agricole, directeur de Ferme France, un collectif de professionnels de l'agriculture et de l'alimentaire. Et puis Franck Rosenthal, fondateur de Franck Rosenthal Conseil, un expert de la distribution, expert en marketing du commerce. Alors, les défis de l'agriculture, évidemment, on vous en parle régulièrement et là, ils sont très évidents donc en ce début d'année 2018 pour le cru de ce salon de l'agriculture. Oui, défis quantitatifs, répondre aux besoins alimentaires des Français et accessoirement de la planète, 9 milliards d'individus, hein, vous le savez. Défis qualitatifs, défis environnementaux, défis économiques en matière de compétitivité également. Alors, Serge Michels, aujourd'hui, tout le monde essaie de trouver une solution, oui. Mais est-ce qu'on sera vraiment à chaque fois dans une solution unique? L'idée, c'est quand même de trouver des solutions un petit peu partout, de l'innovation partout aussi. Oui, nous sommes entrés dans un monde de diversité aujourd'hui, donc croire qu'il y a une solution unique à tous les enjeux. Il y a de la diversité dans les modèles de production, il y a des diversités dans les territoires, il y a des diversités dans les modèles de commercialisation avec l'explosion de toutes les formes de commerce, e-commerce et autres, vente directe au niveau agricole. Et puis, il y a de la diversité dans les consommateurs, donc tout le monde n'attend pas la même chose, tout le monde n'a pas les mêmes moyens financiers. Et il faut s'habituer, et il faut surtout faire attention à ne pas chercher des solutions miracles. Il y aura toujours de la diversité de solutions pour répondre à la diversité de la demande et des enjeux du monde agricole. Donc pas une solution, hein, impossible d'opposer des modèles entre eux. Maximilien Rouer, un agriculteur, c'est aussi un entrepreneur. Comment il innove, comment il capte les marchés? Les agriculteurs, ils sont à la pointe. Est-ce qu'ils ne sont pas en permanence, justement? Est-ce qu'ils ne se sont pas en permanence adaptés quelque part, quels que soient les siècles, les époques? Je pense l'agriculteur est l'entrepreneur qui a le cuir le plus dur, si vous me permettez, celui qui est capable de résister au climat extrême, aux volatilités économiques, à la pression sociétale qui se rajoute à tout ça. On a une espèce de contrainte, toutes les contraintes s'accumulent sur l'entrepreneur qui est l'agriculteur, avec en plus on va dire un client qui est pas si clair que ça, puisque l'agriculteur, jusqu'à récemment, était un sujet régalien, un sujet de l'État. Le premier client de l'agriculture, c'est encore l'État à travers les aides, comme la défense ou l'éducation. Et finalement, on voit que tout ça est en train de changer dans une espèce de flou qui rend la position de l'entrepreneur-agriculteur toujours plus compliquée. Le consommateur ne cesse d'émerger et on a toujours, malgré tout, une domination des aides européennes, de la réglementation européenne et de l'État. Comment fait l'entrepreneur pour s'en sortir? C'est le sujet. Avec la diversité qui était présentée, on a déjà des pistes de solutions et l'agriculteur aujourd'hui est un innovateur sur tous les plans. Il est un innovateur, il s'est toujours adapté. Vous avez le cuir dur, Étienne Gagneron, éleveur justement, témoignage. Le cuir dur, je ne sais pas. En tout cas, l'entrée en matière est intéressante parce que je lisais justement un magazine ce matin où
on expliquait qu'il faudrait que les hommes d'État aient géré une ferme avant d'accéder à un poste de responsabilité, notamment les chefs d'État, parce que les enjeux d'une entreprise agricole entre son territoire, ses animaux, ses différentes productions, ses modes de distribution sont tellement complexes à gérer qu'au quotidien, il est obligé d'être confronté à peu près à ce que vit un chef d'État ou un ministre au quotidien, avec la complexité des choses. Et lui, il est tout seul, il est aidé par son environnement, mais il faut qu'il réponde tout de suite, immédiatement, de façon pragmatique, à l'ensemble des problématiques qui lui sont posées en permanence. Et c'est un métier à la fois extraordinaire, mais dans les périodes de difficulté, de revenus moindres, c'est sûr que la passion qui guide ce métier, parfois ne suffit pas. Je crois que c'était un peu ce qu'on peut voir et ce qu'on va malheureusement un peu voir dans les allées du salon, où il y a quand même une certaine détresse dans le cœur de pas mal d'agricultrices et d'agriculteurs. Bon, Jean-Baptiste Moreau, alors peut-être futur président de la République. Oui, je sais pas, parce que sans doute un vous avez destinée l'expérience, de chef d'État, vous travaillez effectivement. à la ferme, vous C'est êtes homme possible. politique. Alors donc, oui. J'étais président de coopérative aussi. Ah bah voilà, tout le monde est présent de quelque chose ici quelque part. Bon, Jean-Baptiste Moreau, sérieusement, les défis, ils sont nombreux. L'agriculteur de 2018, il est capable de les relever en même temps, tous? Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas opposer les modèles agricoles. Et c'est d'ailleurs toujours tout ce qu'on a fait depuis notre campagne, c'est de dire qu'il y a la place pour tous les modèles agricoles. Après, il faut que l'ensemble de l'agriculture monte en gamme. Elle s'est déjà beaucoup adaptée, effectivement. Faut être très souple pour être agriculteur. Et il y a des paramètres qui se modifient en permanence. Et effectivement, l'agriculture française s'est beaucoup adaptée, mais elle a encore un pas à faire aujourd'hui suite à la demande du consommateur. Et là, je suis d'accord, il va falloir que le consommateur mette en accord ses demandes et ses actes, puisqu'on a quand même aujourd'hui un souci où on nous demande un certain nombre, alors des formations professionnelles, je parle en tant que député, pas qu'agriculteur, on demande à l'agriculture de satisfaire un certain nombre de normes environnementales, de production, de bien-être animal, et d'un autre côté, il faut que le consommateur soit un consommateur et qu'il mette en cohérence ses actes d'achat avec ce qu'il nous demande. Si les agriculteurs vont produire ce que demande le consommateur, mais il faut que le consommateur achète ce qu'il demande. Et soit clair. Oui, est-ce qu'il est clair toujours? Est-ce qu'il se voit exactement ce qu'il veut en permanence? Franck Rosenthal, vous qui le suivez, ce consommateur quelque part au travers de vos études dans la distribution, qu'est-ce qu'il recherche? Alors, en fait, il est quand même un peu contradictoire, ce consommateur. Parce qu'en fait, quand vous l'interrogez en tant que citoyen, il vous dit aujourd'hui, je veux manger avec une plus grande qualité. Sainement, avec de la qualité. Voilà. Je veux de la traçabilité pour éviter tout scandale alimentaire, etc. Donc, ils sont d'accord sur tout. Et puis, en fait, on voit quand même si, je vais prendre l'exemple de la bio, il y a une explosion de la consommation, mais néanmoins, il n'y a que 15% des Français qui mangent du bio tous les jours. Donc la consommation aujourd'hui, elle est très très partielle et elle est très éclatée. On se posera quand même la question aussi. Pour l'instant, c'est vrai que le bio, il n'est pas partout. On ne peut pas produire non plus des quantités industrielles de bio parce que les terres cultivables sont quand même limitées. Il y a un énorme potentiel. Reste à savoir si après, le consommateur ira systématiquement en chercher. On se posera la question tout à l'heure. Continuez, Franck. Et donc, en fait, je pense que quand vous interrogez le citoyen, il est d'accord avec toutes les initiatives qui doivent être prises pour plus de qualité, plus de rémunération de l'éleveur, plus de traçabilité. Voilà, en fait, tout va dans le bon sens. Et puis finalement, on voit le consommateur. Le même. Je vais citer juste un chiffre. Sur les fruits et légumes, aujourd'hui, en France, il y a 50% des fruits et légumes de la filière qui viennent de l'étranger, en fait. Voilà. Donc, alors vous allez me dire, c'est l'offre et les distributeurs qui ont une part de responsabilité, mais aussi nous, les consommateurs, qui achetons ces produits. En fait. De ne pas acheter des cerises en plein mois de février, par exemple, quand il n'y en a pas sur le territoire. Voilà, ça c'est un vrai sujet, et je crois que ça va le devenir de plus en plus, même avec l'essor du bio. Parce que justement, l'essor du bio, c'est pas simplement de proposer. Si vous proposez de la fraise au mois de janvier, de la fraise bio au mois de janvier, vous pouvez en trouver en l'important. Bah oui. Sauf que si on respecte l'éthique de la bio, il n'y a pas de fraises bio au mois de janvier. Voilà. Maximilien Rouer. Alors, si vous me permettez, on a une chance extraordinaire en France, c'est que le territoire est extrêmement varié et il a produit une agriculture extrêmement variée. C'est ce que vous disiez, Jean-Baptiste Moreau. La force de la France, c'est sa diversité de ses productions agricoles. Si on parle là-dessus, on a un atout considérable à faire valoir pour peu qu'on sache mettre en avant cette diversité. Et c'est bien
des acteurs économiques et qui conçoivent aujourd'hui Ferme France, le collectif que je représente ce soir, qui se sont dit finalement, et si on arrivait à définir de manière extrêmement simple, via une étiquette, la performance de cette diversité, la performance sociétale de toutes ces agricultures. Et on est en train de le faire, ça fait à peu près 1 an qu'on y travaille, pour permettre aux consommateurs de rapprocher le citoyen et ses désirs du consommateur et de ses moyens. Une simplification. Serge Michel. Oui, et dans le même temps, on ne peut pas se soustraire des contraintes économiques et des contraintes de budget du consommateur. Juste, sans même parler de la bio, il faut savoir qu'en 10 ans, on a perdu 40% des surfaces en maraîchage en France. Donc c'est un vrai sujet. Il y a de la concurrence qui vient de l'étranger sur l'ensemble des productions. Et en même temps, il y a aussi un pouvoir d'achat du consommateur qui est limité. Quand on regarde les consommateurs par rapport au bio, il y a près de 40% des consommateurs qui nous disent « j'en achèterais bien si c'était moins cher ». Voilà. Et quand on regarde les dernières études de l'agence bio, quand on leur demande « est-ce que vous trouvez normal que le bio coûte plus cher ?», ils sont plus de 50% à répondre non. Et il coûte plus cher de combien le bio en général ? 80% selon l'UFC Que Choisir, en fruits et légumes. Donc c'est variable selon les productions. Alors, Si on est en lait, si on est... Il y a Linéaire variable qui a fait une étude aussi en comparant des prix en conventionnel et en bio, et on était plutôt à 50-60%. Donc un petit peu moins. après, Mais varie beaucoup l'écart, sur les Étienne Gagneron, votre viande par exemple. Il faut savoir de quoi on parle. Ouais. Si on parle au consommateur avec les marges du distributeur, on est sur ces chiffres-là 50 à 80%. Si on parle au producteur, c'est très variable entre les filières. Par exemple, en viande bovine, secteur que je connais bien, en viande bio, l'écart est très faible. C'est-à-dire qu'on est pratiquement aligné sur le cours du conventionnel, il y a 30 à 40 centimes d'écart. Donc, alors que par exemple sur le porc, du porc conventionnel va valoir 1,40 € au producteur, le bio va valoir plus de 3 €, le double. Donc voilà, c'est très très variable en fonction de la demande, en fonction d'un certain nombre de paramètres. Mais voilà, même en bio, puisqu'il y a une très très forte demande. Donc on a eu les chiffres ce matin de l'agence bio, les chiffres 2017, donc marché de 8 milliards d'euros. On est le 2e marché d'Europe derrière les Allemands qui sont à 9 milliards. Il y a 35 000 producteurs. En progression de 20% l'an dernier. 6,5% de la surface agricole utile. On a passé le cap des 6%. 3e pays d'Europe derrière l'Espagne et l'Italie. Vous enlevez les 600 000 hectares d'oliviers d'Espagne qui sont tous en bio parce qu'il n'y a pas d'utilisation d'intrants. On est 2e pays. On est presque 1er pays européen. Il n'y a pas beaucoup d'efforts. Je crois qu'on est à 1 777 000 hectares de bio en France. Donc on a beaucoup progressé. Après, derrière, et avec 8% des fermes qui ont complètement abandonné maintenant les intrants, tous les produits phytosanitaires, tout ce qui est semences, engrais, etc. Si l'objectif de l'émission c'est de parler des intrants, on ne peut pas dire abandonner tous les intrants parce que même en agriculture biologique, on a besoin d'intrants et de produits pour soigner les plantes. Et on a notamment un sujet qui va arriver très rapidement sur la table, qui est le sujet du cuivre, qui notamment en viticulture et dans un certain nombre d'autres productions, en pommes de terre ou autres, est le seul outil pour combattre une maladie très puissante qui s'appelle le mildiou. Bien sûr. Et aujourd'hui, le profil du cuivre est un mauvais profil toxicologique. Donc il y a un débat au niveau européen pour même aller jusqu'à l'interdire complètement. Et à ce moment-là, en conventionnel, parce que les conventionnels utilisent aussi beaucoup de cuivre, et en bio, il y aura une vraie impasse technique pour accompagner un certain nombre de cultures. Alors c'est quoi justement les alternatives ? Je reviens juste sur un débat passionnel de cet automne, justement, un débat extrêmement chaud, celui autour du glyphosate, par exemple. Bon, où les 28 se sont mis d'accord donc cet automne. La licence du pesticide, elle est renouvelée pour 5 ans. Il faut rappeler que c'est considéré comme un cancérogène probable selon l'OMS, mais pas forcément par les agences européennes. Et le président de la République, Emmanuel Macron, affirme que le glyphosate sera interdit en France au plus tard dans 3 ans. Est-ce qu'il y a une réticence ? Est-ce qu'il y a une peur ? Peut-être une haine, Serge Michel, Jean-Baptiste Moreau, autour de tous ces produits, ces produits chimiques qui sont quand même nécessaires ? Oui ou non ? Ils sont toujours nécessaires ? Bien sûr, ils sont nécessaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la première motivation de consommation de bio, c'est l'inquiétude alimentaire. C'est-à-dire, quand on regarde dans les études, il y a un lien direct entre le niveau d'inquiétude des personnes et leur niveau de consommation du bio. Ce n'est pas valable pour tous les consommateurs, mais globalement, c'est une règle. Et c'est tout le problème, c'est que quand on a eu les débats sur les états généraux de l'alimentation, au fond, on a mis en avant le bio, mais on n'a pas réglé le problème des phytos. Or, on voit bien, il y a encore quasiment 95% de l'agriculture qui est de l'agriculture conventionnelle qui utilise des phytos. Voilà. Et donc, il va bien falloir traiter ce sujet, ce débat. Il va falloir le traiter avec la société pour que les consommateurs acceptent et comprennent qu'on peut faire de l'agriculture avec des produits phytos, comme on peut faire de l'agriculture bio, c'est pas une opposition. Jean-Baptiste Moreau, on peut faire de l'agriculture 100% sans produits phytosanitaires ou au contraire, j'ai l'impression que ces produits, parfois, on les diabolise. Alors,
Dites-moi exactement. Alors, oui, on les diabolise, c'est certain. Il y a un certain nombre de contrôles qui sont faits sur les produits phytosanitaires. Certains sont plus ou moins dangereux. Et donc, les plus dangereux, c'est ce qu'on a toujours dit, c'est qu'il faut qu'on arrive progressivement à s'en passer et à les supprimer. Qu'on ait 0 produit phytosanitaire, je ne suis pas sûr que ce soit un objectif en soi, puisqu'on risque d'avoir d'autres problématiques sur la qualité des produits qui risquent d'être autrement plus dangereux pour la santé publique que l'utilisation de certains produits phytosanitaires. Après, il faut étudier produit par produit. Et surtout pas laisser les agriculteurs, comme le disait monsieur, en situation d'impasse technique. Aujourd'hui, c'est ce que a dit le discours du président de la République à CVE au monde agricole à Clermont où j'étais, et puis il a répété ce midi aux jeunes agriculteurs à l'Élysée où j'étais également, c'est que le rapport de l'INRA montre que pour le glyphosate, par exemple, il y a 90% des surfaces pour lesquelles il n'y a pas de souci pour se passer du glyphosate, on peut faire autre chose. Par contre, il y a 10% des sols où ça pose un problème. C'est des sols en plus qui sont souvent en agroécologie, qui sont en politique de conservation des sols, c'est-à-dire souvent en non-labour. Et là, on a une impasse technique, clairement. Et il faut que d'ici les 3 ans, on les résolue. Si on l'a pas résolu, on peut pas laisser des producteurs, agriculteurs en situation d'impasse technique. C'est quoi l'alternative justement aux produits chimiques? S'il y en a une, si on en cherche une, hein, comment lutter contre tout ce qui est maladies, insectes, champignons, nuisibles, etc. L'arsenal, il est vaste. Alors, quel est-il, par exemple, Étienne Gagneron? Qu'est-ce que vous utilisez ou qu'est-ce que vous n'utilisez plus, par exemple? Alors moi, dans mon système agriculture biologique, puisque je suis en bio depuis maintenant un peu plus de 20 ans, je n'utilise aucun intrant sur mes productions végétales. Les seuls intrants que j'utilise, ce sont des antiparasitaires pour les bovins. Voilà. Donc moi, j'ai une position assez radicale. Donc même le cuivre et ces matières actives-là qui pourraient être autorisées, je les utilise pas, mais bon, parce que j'ai des productions qui sont plus rustiques. Mais la recherche d'alternatives est quand même un sujet extrêmement complexe, parce que en agriculture biologique, notre combat quotidien, c'est la lutte contre les adventices, contre les mauvaises herbes. C'est-à-dire qu'une infestation de mauvaises herbes mal contrôlée peut vouloir dire 0 récolte. Enfin, il faut quand même le savoir. C'est-à-dire que les pesticides, et notamment les désherbants, ont été acceptés par les agriculteurs dans un modèle où ils devaient continuer à produire, mais parce qu'aussi ça sécurisait leur système et leurs revenus. C'est-à-dire que quand on rentre dans un système bio, on peut se remettre en insécurité si on n'a pas bien géré, bien anticipé sa rotation sur plusieurs années. Un choc climatique, et par exemple on a eu 2016 avec des pluies continuelles jusqu'au mois de juin, en bio c'était une catastrophe, quoi. Les parcelles étaient infestées de mauvaises herbes, c'était très difficile à récolter, donc on a véritablement des impasses techniques. Et après on a juste une contradiction, ce que disait Jean-Baptiste Moreau, c'est que si on abandonne sur toutes les surfaces de France par exemple tous les pesticides, et notamment tous les herbicides, ça veut dire qu'il faut avoir un recours massif à la mécanisation. Donc il faut utiliser beaucoup plus de gazole. Il faut remettre. Voilà, on va rebouffer du carbone de manière très importante. Sauf, alors c'est peut-être là où la tech rentre en jeu. Vous allez en parler, Maximilien Rouher, Serge Michel, enfin tous. Hein, le problème des produits phytosanitaires, c'est peut-être un problème aussi d'application, plutôt que de balancer comme ça des tonnes de produits un petit peu n'importe où sur un champ. Il y a ce qu'on appelle le precision farming, c'est-à-dire on va pulvériser juste sur une feuille qui est malade, le robot il l'identifie, voilà. Et puis c'est Anthony Morel, comment vous dites? Le biocontrôle aussi. Voilà, aussi. Ouais. Puis c'est Anthony Morel, Culture Geek sur BFM Business, qui me racontait le robot Nayo Technologies qui fait du désherbage manuel, c'est-à-dire le robot il va arracher la mauvaise herbe qu'il a repérée lui-même, et quand le robot il a terminé de travailler, il envoie même un SMS à l'agriculture, voilà, et ça supprime complètement les désherbants. Alors la tech elle est partout, encore faut-il l'acheter, hein, peut-être. Alors Maximilien Rouher. Le premier point, c'est comprendre qu'avec la diversité des territoires, des sols et des climats français, si on a une loi pour tous, on va écraser l'innovation et la capacité de l'entrepreneur agricole, de l'agriculteur, à apporter des solutions adaptées à son territoire et à sa production. Ça, c'est un élément très structurant. On n'a pas le même climat à Dunkerque qu'on l'a à Marseille. On n'a pas le même climat et donc on n'a pas les mêmes problèmes et donc pas les mêmes solutions. Ça doit être très structurant dans l'adaptation politique de l'enjeu agricole. Le deuxième élément, c'est que effectivement, on a l'apparition du digital, l'apparition du numérique, avec à la fois la capacité d'anticipation du climat, l'anticipation des maladies, des ravageurs, et la capacité de traitement a posteriori. Mais je dirais le point essentiel, c'est la capacité de voir venir la maladie si quelques jours, quelques heures,
voire quelques semaines avant. Tout ça, c'est en train de se mettre en œuvre grâce aux outils que l'on a tous. Il y a même une appli qui va dire aux cultivateurs ce qu'il doit traiter ou pas, quoi, finalement. Voilà, tout ça, ça existe. Hein. On a le village numérique au Salon d'Agriculture qui ouvre demain. Après-demain, il y a plus de 40 startups qui vont présenter leur technologie. Je crois qu'il y a eu presque 6 milliards d'euros qui ont été investis l'année dernière dans ce qu'on appelle les technologies de l'agriculture au niveau mondial. On est vraiment au début d'une révolution sur ces sujets, pour peu qu'on ne contraigne pas de manière trop normative, trop normée, la diversité qui est française. Oui, Serge Michel, oui, je disais, oui, il existe des robots, mais est-ce que tous les agriculteurs, compte tenu de leurs contraintes financières, peuvent se payer un robot? Les solutions, elles existent toutes, elles sont toutes disponibles. Elles existent, mais je crois qu'on a fait une erreur probablement guidée par l'idéologie depuis déjà pas mal d'années. On est parti de l'idée qu'il faut dire à l'agriculteur de ne pas traiter. Comme on l'expliquait tout à l'heure, quand il va perdre sa récolte, un agriculteur qui fait des pommes de terre, s'il a une attaque de mildiou, personne ne peut lui dire de perdre 100% de sa récolte et de ne rien faire. Donc la question, c'est comment on traite mieux et comment on s'assure que... Parce qu'au fond, le problème de ces produits, c'est qu'il faut qu'on en retrouve le moins possible dans l'environnement et dans nos aliments. Et en fait, le pire, c'est que les solutions existent aujourd'hui. Donc on a besoin d'un vrai plan d'investissement. Sur les voitures, on a fait la prime à la casse. Aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui ont des pulvérisateurs, qui ont 15 ans, 20 ans, 30 ans. On a aujourd'hui des outils, des pulvérisateurs... Sachant que les pulvérisateurs sont contrôlés tous les 4 ans, hein, depuis... Bien sûr, les pulvérisateurs sont contrôlés, mais il y a aujourd'hui des solutions techniques qui existent. Bien sûr, elles ne sont pas à la portée des agriculteurs, mais si la société dans son ensemble veut que l'on règle le sujet de la présence des résidus de pesticides dans l'environnement, eh bien, aidons les agriculteurs à acquérir ces outils, à acquérir ces moyens. Vous avez des robots aujourd'hui qui permettent de réduire par 20 la quantité de glyphosate que vous mettez à l'hectare. Bien sûr. Parce qu'on va, à travers des reconnaissances d'images, détecter où est la mauvaise herbe dans la parcelle, et on va juste aller poser du glyphosate sur la mauvaise herbe. Donc on n'en met pas partout dans l'environnement, on n'en met pas dans la culture, on la met là où elle est nécessaire, et on a la même efficacité de traitement. Le robot, il est autonome avec des panneaux solaires. Donc tout ça, ça existe, c'est disponible. Mais bien sûr, ça coûte cher. Oui, Jean-Baptiste Moreau, vous, le député de la majorité, comment permettre au plus grand nombre d'accéder à ces nouvelles technos? D'abord, il faut que la recherche continue, mais il faut aussi redonner de la rentabilité à nos exploitations, parce que toute cette innovation, toutes ces innovations et tous ces moyens modernes pour effectivement lutter à la fois contre les adventices, contre les maladies et autres, elles nécessitent des moyens financiers qu'aujourd'hui, la plupart des exploitations n'ont pas. Enfin, il faut être lucide. Donc, la loi sur laquelle on est en train de travailler essaye d'apporter une brique pour essayer d'améliorer justement la rentabilité des exploitations, de retrouver des marges de manœuvre financières et économiques sur les exploitations, parce qu'aujourd'hui, on a quand même la plupart des producteurs, notamment dans les secteurs d'élevage, qui vendent à perte aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils vendent en dessous de leur coût de production. Donc tant qu'on en est là, ça va être compliqué effectivement d'utiliser des robots ou des drones sur les exploitations. Il y a clairement un défi de taille à relever à ce niveau-là pour retrouver de la rentabilité sur nos exploitations. Donc à la fois travailler sur le prix de vente et sur les coûts de production qui aujourd'hui doivent être maîtrisés. Alors Étienne Gagneron, vice-président de la FNSEA, éleveur bio. Essentiel de retrouver du revenu pour la plupart des fermes qui aujourd'hui vendent en dessous de leur coût de production, ce qui est complètement anormal pour tout un tas de raisons qu'on connaît, qu'on a beaucoup travaillé dans le cadre des États généraux. Donc le député est complètement engagé dans cette loi qui doit amener un redémarrage de solutions, on va dire, pour rééquilibrer les relations. Après, sur l'investissement, nous, on croit aussi beaucoup à l'investissement collectif, c'est-à-dire que, vous l'avez dit, c'est-à-dire que des outils, le robot Naïo et tout, effectivement, ça vaut très très cher individuellement. Mais moi, j'ai l'exemple d'une CUMA à côté de Calais. D'une CUMA, c'était une coopérative d'utilisation du matériel en commun. D'accord. Ils ont fait la conversion bio, donc ils ont été vers l'agriculture biologique sur 3 ans ensemble, en groupe, et ils investissent dans le matériel ensemble, et ils ont investi dans une plateforme où en fait on intervient couché dans la parcelle pour arracher les dernières mauvaises herbes pied par pied, et ça marche avec du solaire, donc il n'y a pas de motorisation, sauf que ça avait un coût très important, mais à 20, ils ont pu se permettre d'aller sur ce matériel-là et de faire un investissement qui leur permet d'avoir un produit qui au final est extra, quoi. Il n'y a plus de mauvaise herbe, c'est parfait, et ils ont soulagé aussi leur pénibilité, donc ce qui est aussi une recherche constante de l'agriculture. Question que je vous pose justement, puisqu'on va enchaîner sur le bio également, on va parler aussi, il y a des tendances de consommation du bio, Franck Rosenthal, mais
La production de bio, pour l'instant, on le disait, 6,5% du total des terres cultivées en France, c'est du bio. On a l'impression que parfois c'est peut-être un petit peu artisanal, en effet, que ça va assez lentement. C'est long de se convertir au bio quand on est agriculteur comme vous, Étienne Gagneron. Qu'est-ce qu'il faut pour se convertir au bio? Alors, il y a une période de conversion qui est de 2 à 3 ans en fonction des productions, parce que quand il y a par exemple des prairies qui rentrent directement en conversion avec le troupeau en même temps, après il y a aussi des agriculteurs qui font le choix de faire une conversion plus longue pour vraiment s'adapter aux nouvelles techniques, pour pas être devant des impasses. Donc voilà, il y a des gens qui peuvent faire leur conversion. Alors le terme conversion, il est au débat. Vous n'aimez pas ce terme? Je préfère transition. Transition, oui, voilà. d'accord. Bon, bref. Et donc, il y a des gens qui préfèrent le faire sur 6-7 ans. Et aujourd'hui, ils sont accompagnés sur les 5 premières années de conversion par des aides européennes cofinancées par les régions et l'État. Mais bon, avec les problèmes budgétaires de chacun. De la période, on va dire que les aides ont un petit peu du mal à arriver sur le compte des exploitations, ce qui aide pas beaucoup à avoir une bonne lisibilité sur l'avenir. Maximilien Rouher, Ferme France. J'aimerais justement rebondir sur ce que vient de dire Étienne sur la notion de collectif. Investir, c'est compliqué si on est tout seul, c'est beaucoup plus simple si on est en collectif. La Ferme France a aujourd'hui un enjeu de rentabilité dans ses exploitations. Il faut comprendre qu'on va arriver ensemble, collectivement, à construire la montée en gamme demandée par le président Macron. C'est cette notion de collectif quand on s'associe ensemble pour définir ensemble nos critères d'organisation des filières. Voilà. Organisation des L'union filières fait la force. L'union fait la force. Ça ne passe pas par une organisation collective. De toute façon, la sauvegarde de l'agriculture française, elle passe d'abord par une organisation des producteurs. Avec une filière agricole qui est trop éparpillée en ce moment. Trop éparpillée face à on va dire, une grande distribution et une industrie agroalimentaire qui est très concentrée. Bien sûr. Et c'est un vrai changement culturel pour l'agriculteur. L'entrepreneur, quand même, par nature, est très individualiste. Et donc l'agriculteur est lui-même entrepreneur, donc lui-même très individualiste. Et là, on voit bien qu'il y a un changement culturel à faire, dans la droite ligne de ce qu'a dit Jean-Baptiste à l'instant, pour faire collectif, on va devoir peut-être aller un peu plus loin entre agriculteurs. Alors, Étienne Gagneron, juste un mot de Jean-Baptiste. Oui, moi, je suis assez d'accord avec cette approche de dire qu'il faudra bien évidemment des démarches très collectives. Après, il y a quand même un paradoxe, c'est que à la fois cultiver la diversité des fermes, parce qu'elle existe cette diversité, mais il faut la cultiver, il faut la garder. On a la chance d'avoir en France que des fermes familiales. Donc avec des gens qui sont responsables de leur exploitation en propre, qui en assument les capitaux, et on n'est pas du tout dans les firmes qu'on peut voir à travers le monde. Donc ça, ce modèle-là, il faut le garder. À condition de pouvoir toujours transmettre son avec entreprise, tous les problèmes de financement, de transmission, on est d'accord là-dessus. Mais on a quand même une difficulté, c'est que toutes ces démarches de diversification, de gens qui cherchent de la valeur ajoutée, on est en train de sortir de modèles qui étaient plus généraux et on recrée de l'individualisme. Il y a quand même ce paradoxe, c'est qu'on a besoin de démarches collectives, mais on a aussi besoin de ces magasins de producteurs, de ces démarches individuelles qui refont de l'image, qui refont du contact avec les consommateurs. Donc on est en permanence entre ces deux sujets. À la fois, les démarches collectives, elles sont nécessaires obligatoirement, mais il y a aussi des démarches individuelles qui sont intéressantes. Alors ça peut être des petites démarches collectives aussi, mais qu'on peut considérer à un petit niveau, mais tout ça doit se combiner pour refaire le lien avec les consommateurs. Juste un mot, Jean-Baptiste Moreau, le gouvernement, il facilite bien la conversion, la transition finalement vers le bio. Non, mais oui, on a eu un sujet, c'est que le bio a été un peu victime de son succès, c'est-à-dire que l'argent qui était planifié dans le cadre des négociations de la PAC et qui devait aller sur le deuxième pilier qui finance entre autres les aides à la conversion en agriculture biologique et les aides au maintien en agriculture biologique, il y a eu un tel taux de conversion sur les 3 premières années de ce plan qui est un plan quinquennal que tous les budgets ont été mangés, et du coup les retards d'aide de 2015 qui n'ont pas été versés et le transfert entre le pilier 1 et le pilier 2 pour essayer de financer les aides à la conversion, ça a été dû à l'explosion du marché bio. Bon, on se retrouve dans un instant. Bio, pesticides, faut-il vraiment choisir? On revient avec les décodeurs de l'écho à l'avant-veille de l'ouverture du Salon de l'agriculture à Paris. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Alors une nouvelle ère s'ouvre-t-elle donc dans les relations entre les agriculteurs, les industriels, les consommateurs, avec peut-être plus de proximité, d'excellence, d'innovation?
de bio, le bio. Voilà, Franck Rosenthal est avec nous, notamment fondateur de Franck Rosenthal Conseil, qui conseille notamment la grande distribution. Donner du sens au commerce, c'est votre dernier opus. Vous en parlerez d'ailleurs dans la librairie de l'Écho ce week-end avec Emmanuel Le Chip. Le marché du bio qui se porte bien, c'est le segment qui grimpe. On l'a vu, on l'a dit tout à l'heure, plus 20%. Et la part du bio dans la consommation alimentaire des Français ne cesse de grimper. On est à peu près à 3,5-4% aujourd'hui du budget alimentaire des Français. Et ce qui est intéressant, c'est les projections qui sont faites. On est à 8 milliards aujourd'hui d'euros sur l'ensemble du marché du bio. C'est les chiffres qui sont sortis de l'agence bio aujourd'hui. Et on devrait être, il y a des prévisions qui ont été faites il y a une quinzaine de jours par Xerfi, on devrait être normalement à 12 milliards d'euros d'ici 3 ans. Donc un peu plus de 5%. Voilà, donc on va passer de 8 à 12, donc c'est pas rien en fait. Et évidemment, ce potentiel de croissance, d'abord, il est inégalé sur les autres segments de l'alimentaire et sur les autres marchés de l'alimentaire. Donc forcément, tous les distributeurs le regardent avec une envie importante, qu'ils soient généralistes, et c'est les grands distributeurs alimentaires, ou qu'ils soient spécialistes. Oui, juste la grande distribution vend à peu près 50% du bio en France, et on voit donc les points de vente spécialisés qui ne cessent de grimper, de gagner des parts de marché à plus de 40%, avec de belles ETI, on en parle régulièrement sur BFM Business dans le défi ETI. Je pense par exemple au numéro 1, Biocop, qui pèse quand même plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Ce qui est 500 magasins. Ce qui est une belle performance. C'est un réseau qui progresse bien et qui est aujourd'hui très apprécié des Français, qui a un parc qui est de plus en plus fort. Et on va assister à des batailles qui vont être plus compliquées qu'avant. Parce que globalement, si on revient 5 ans en arrière, en fait, ces réseaux, Biocop, ça fait un peu plus longtemps, mais les autres réseaux comme Bio C'est Bon, par exemple. On a Naturalia, on a Bio C'est Bon, on a La Vie Claire, par exemple, parmi ou Comptoir de la Bio, voilà, par exemple, c'est des réseaux qui sont très très récents. Donc si on revient 5 ans en arrière, en fait, vous aviez le choix entre quelques spécialistes et la grande distribution alimentaire qui avait essentiellement démocratisé le bio par CMDD. En fait, les marques de distributeurs. On va citer Carrefour, par exemple, avec Carrefour Bio. Ça va être beaucoup plus compliqué à l'avenir. Parce que globalement, évidemment, les grands distributeurs alimentaires vont se battre pour mettre une part de bio beaucoup plus importante dans leur magasin. Ça, c'est la première chose. Quel que soit le format, c'est-à-dire que vous soyez en proximité, en supermarché ou en hypermarché. Et la deuxième chose, c'est qu'ils vont se battre aussi sur tous les terrains. Donc on le voit, je vais citer quelques exemples. On le voit avec Auchan qui a annoncé la création de 100 magasins Auchan Bio. Voilà, et qui a déjà une enseigne spécialisée qui est Cœur de Nature, donc 2 enseignes sur lesquelles ils vont aller. On le voit avec Carrefour. La stratégie annoncée par Alexandre Bompard il y a un mois à peu près, c'était cap sur le bio justement. Voilà. Et leader mondial de la transition alimentaire, avec notamment la création de 150 Carrefour Bio d'ici 2021. Partenariat avec le WWF notamment. Voilà, entre autres. Donc on le voit aussi avec Leclerc qui a annoncé, c'était il y a une quinzaine de jours. Et je l'ai reçu en audition, il lance ses magasins bio. Voilà, 200 magasins bio qui vont être lancés, enfin, etc. Et la vraie question là-dessus... On voit Intermarché qui a racheté Comptoir de la Bio, on voit Monoprix Casino, donc du groupe Casino qui a racheté Naturalia. Naturalia il y a une dizaine d'années. Voilà, donc on voit maintenant de plus en plus des mariages entre les points de vente spécialisés et la grande distribution. Voilà, alors la grande question, et pour moi, il n'y en a pas d'autre, en fait, au niveau de la distribution, c'est que globalement, pour le consommateur, jusque-là, c'était assez simple. C'est-à-dire que soit vous alliez dans une grande surface alimentaire et que vous aviez de la MDD et des marques, on va dire, des marques nationales de grande consommation, évidemment bio. C'était Björk en exemple, voilà, pour que ça parle, bien sûr. Ça parle aux gens. Bien. Et vous aviez le choix entre des spécialistes de la bio, exemple Biocop, voilà, qui est le leader absolu. Et c'était assez simple parce que globalement, c'était pas les mêmes produits. Est-ce que ça va perdurer? Alors, est-ce que les frontières vont rester aussi établies que ça? Je suis pas si sûr. Et je vais vous citer un exemple. Allez-y, Franck Rosenthal. Je vais citer un exemple là-dessus quand je dis ça. C'est Greenwiz qui a été racheté par Carrefour à l'époque de Georges Plassat, en fait. Et c'est le premier pure player de la bio aujourd'hui en France, avec un assortiment de 20 000 références. Ils vont en faire quelque chose. Alors, ils parlent de l'ouverture de magasins bio, ils parlent de la convergence avec le digital, et ça fait partie aussi du plan d'Alexandre Bompard. Donc, les choses sont pas si simples. C'est-à-dire, ce qui serait pas entre les deux circuits, on va voir peut-être des frontières qui vont être battues en brèche. Et justement, qui m'explique, qui me dit, est-ce qu'il y a plusieurs types de bio? Est-ce que des normes plus ou moins contraignantes? Est-ce que la grande distribution pourra faire du bio et puis les surfaces spécialisées du Bio Plus, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a plusieurs gradations dans le bio? Tiens, Serge Michels, président de l'agence Protéines.
La grande question, c'est qu'au fond, pour l'instant, le bio était un marché de niche. Oui. C'est en train de devenir un marché de masse. On est capable de faire un marché de masse en bio? Et il va y avoir, il y a deux questions essentielles. C'est est-ce que les agriculteurs vont suivre et est-ce que les consommateurs vont suivre? C'est-à-dire la banalisation du bio. Est-ce que les agriculteurs vont arriver à tirer une rémunération juste de leur production parce que ça coûte plus cher et c'est plus risqué de faire du bio. Donc il est normal qu'ils aient une rémunération plus élevée. Et on sait bien que la guerre économique va faire baisser les prix. Rattraper, oui. Et l'autre question, c'est la question que vous posez, c'est la question du consommateur. C'est-à-dire, au fond, aujourd'hui, il est dans une image du bio qui reste quand même une image de petits producteurs, de petits agriculteurs. Voir une image un peu militante, un peu écolo, quelque chose comme ça. Voilà. Pour certains, Oui, mais pour certains. on va rentrer dans une phase, et il y a l'arrivée de Danone aussi sur le marché du bio, on va rentrer dans une phase vraiment d'industrialisation à beaucoup plus large échelle du bio. Et la question, c'est est-ce que le consommateur va continuer à adhérer au bio? Est-ce qu'il va être prêt à payer plus cher? Ou est-ce qu'on va banaliser le bio? Et c'est ça le vrai débat pour demain. Je vous donne la parole tout de suite, Étienne Gagneron. C'est vrai, vous avez raison, on voit les industriels qui accélèrent. Et Danone, en effet, c'était l'une des annonces de la semaine, va financer le passage à une agriculture plus durable pour les 2300 agriculteurs français qui fournissent l'entreprise d'ici 2025. Comment vous dites? Pas forcément bio, vers Jean-Baptiste l'agriculture plus durable. L'accompagnement de Danone, c'est pas forcément bio, d'accord. Étienne Gagneron, c'est contraignant de faire du bio? Oui, c'est assez contraignant de faire du bio, c'est assez technique. Je le disais tout à l'heure, on n'a pas trop droit à l'erreur, il faut anticiper, donc il faut une rotation de culture qui soit très adaptée pour éviter d'avoir des adventices. Il faut combiner des cultures d'automne, des cultures de printemps, voilà, pour ne pas renouveler les mêmes activités dans le sol et pour permettre d'avoir de la récolte. Après, à votre question, l'encadrement réglementaire, il est le même en Europe. On est sur la base d'un règlement bio européen qui est en cours de renégociation. Donc il n'y a pas plusieurs gradations. Voilà. Il y a des gens qui feraient semblant de faire du bio. Il y a des gens qui essayent, il y a des cahiers des charges privés qui peuvent remettre des règles complémentaires, mais la masse de la production de bio, elle est encadrée par un règlement européen. Bon, il y a aujourd'hui toujours des tentatives d'avoir des choses plus refermées et tout, mais moi je suis d'accord avec l'intervention précédente, c'est-à-dire qu'en termes de distribution, les choses vont se complexifier énormément. Vous l'avez dit, le chiffre, à partir de 2016, la grande distribution est arrivée à prendre le leadership de la distribution, à dépasser les 50%, alors qu'au départ, le bio était quand même distribué beaucoup par les réseaux spécialisés. Alors, et dans le même temps, les réseaux spécialisés continuent à progresser. Mais l'offre consommateur va être très complexe. Par exemple, Carrefour, puisque vous avez parlé de la stratégie d'Alexandre Bompard, Carrefour Bio, il n'y aura que des produits bio français. On a rencontré les gens de Carrefour la semaine dernière, c'est une assurance. Carrefour Bio, il n'y aura que des produits d'origine française. Et ça, nous, en tant que producteurs, c'est quelque chose qu'on partage. Parce que notre objectif, c'est véritablement de monter en gamme, notamment sur les productions où on importe encore beaucoup. On l'évoquait tout à l'heure, on n'est pas bon sur les fruits et légumes. Il y a un travail de filière énorme à faire. Et c'est là-dessus qu'il faut s'engager véritablement parce que ça match auprès des consommateurs le cahier des charges bio. Enfin, ça, vous l'avez bien compris. Les chiffres, il n'y a pas besoin de le redire. Pas de résidus derrière parce qu'un cahier des charges très précis. On a vu encore cette semaine, genre, je ne sais pas ce que ça vaut, l'ONG Génération Future qui nous explique que près de 3/4 des fruits... Il faut être très prudent. Alors, je termine. 3/4 des fruits et 40% des légumes non bio sont porteurs de traces de pesticides. Non, mais il faut être très prudent parce que dans la problématique des pesticides, c'est une quantité qu'il faut mesurer. Des traces, ça ne veut rien dire. C'est pour ça que j'ai dit, je ne sais pas ce que ça vaut. C'est pas forcément nocif. Après, non, mais juste, voilà, la Génération Future, c'est un marronnier. C'est-à-dire que tous les ans, avant le salon de l'agriculture, ils vont sortir la même étude avec des résidus. C'est ce que Serge Bissel explique très bien, c'est la culture de la peur. Voilà, c'est des gens avec qui on ne peut pas travailler. Bref, voilà, on ne va pas en parler beaucoup plus longtemps. Après, ce qui est intéressant, c'est vraiment montrer aussi, parce que l'agriculture bio progresse, c'est très clair, mais l'ensemble de l'agriculture progresse aussi. C'est-à-dire qu'on a, il y a la moitié des molécules dangereuses qui ont disparu des procédures d'utilisation. Les plus dangereuses, des quantités d'utilisation. Les plus dangereuses, Jean-Baptiste Moreau l'a dit, vont être supprimées à venir. Elles sont déjà. Elles sont identifiées. Il y aura des restrictions d'usage pour un certain nombre d'autres matières actives qui resteront peut-être utilisées. Mais il y a une progression énorme de l'ensemble de l'agriculture. Et la difficulté là-dedans, c'est qu'on a les gens dont vous parliez, qui sont toujours dans la culture de la peur, qui ne reconnaissent pas les efforts qui sont faits. Et ça, c'est vraiment désastreux pour les agriculteurs. Alors, on voit, il y a une forte demande. On voit la question, est-ce qu'on peut tout produire en bio? Blédina, par exemple, donc je crois que c'est chez Danone, oui, voilà, c'est ça, qui s'engage à ce que d'ici 2020, 80% des ingrédients de cette gamme bio soient issus de culture française. Blédina, c'est du lait pour enfants, c'est des produits pour enfants. Est-ce qu'on peut tout produire en bio? Maximilien Rouer, directeur de
Ferme France. Le sujet, si vous me permettez, si on veut être positif, c'est que si on dit 6% des surfaces sont en bio aujourd'hui, on en a 94% à côté Donc qui il y ne a le du sont pas. potentiel. Et donc il y a du Mais potentiel. on nous a expliqué qu'il y a des délais de transition ou de conversion, peu importe, de 2-3 ans, voire 7 ans. Donc tout ça est très très lent. Il ne faut pas laisser entendre, et Étienne l'a dit tout à l'heure, que le bio serait la panacée et l'absolu, etc. Je vous pose la question. On a aujourd'hui des diversités de production. Chacune des productions, et il faut l'entendre quand on est consommateur, chacune des productions aujourd'hui recèle en France de talents, d'ingéniosité et de créativité. Et on va chercher à le valoriser. La Ferme France a cette capacité aujourd'hui de faire valoir des diversités et des talents que n'ont pas nos concurrents étrangers, que n'ont pas l'essentiel des agriculteurs du reste du monde. Nous avons aujourd'hui un travail, et c'est entamé, de valoriser par un référentiel commun ces différences, pour montrer que oui, il y a le bio, il y a aussi le label rouge, on peut en parler, Voilà. il y a les signes de qualité, Les AOC, les AOP. on est les champions du monde des signes de qualité, on ne le sait pas assez en France. Il y a des maraîchers, par exemple, des arboriculteurs qui ont annoncé cette semaine le lancement d'un nouveau label, Nouveau Champ, Voilà. 0 résidu de pesticides. Mais Voilà, on n'arrête pas. si vous soulevez un caillou, vous apercevrez que sur les 300 000 agriculteurs, il y a 300 000 personnes aujourd'hui qui proposent des solutions concrètes. Ce qui leur manque, c'est de le faire valoir, de le valoriser. Et ce que Ferme France propose, c'est une étiquette de référence. C'est en construction sur 2019. Alors, vous nous dites, Maximilien Rouer, oui, le bio n'est pas la panacée. Non, il ne fera pas seul l'affaire. Hein. C'est ce qu'on disait tout au début avec vous, Serge Michel. Il n'y a pas nécessairement une seule la solution. Mais il oblige quelque part les agriculteurs à se poser les questions. Et d'ailleurs aussi se poser les questions sous la pression des consommateurs, Franck Rosenthal. Et on le voit, certaines filières qui montrent le chemin. La filière viticole française. Quand on sait que la vigne, c'est 20% des fongicides utilisés dans l'Hexagone, ils ont décidé de réduire, en tout cas ils vont se donner les moyens, de réduire de 50% d'ici 2025 l'usage des pesticides grâce à des produits alternatifs, grâce à des pulvérisateurs avec panneaux récupérateurs. Les vignobles du Bordelais se sont engagés. Alors reste à savoir si l'Institut des appellations va valider tout ça, parce qu'évidemment tout ça est très compliqué, très administratif en France. Franck Rosenthal, Jean-Baptiste Moreau. Oui. Alors, je pense que de toute façon, il y a plein de choses qui vont dans le bon sens pour le consommateur. D'abord, les efforts qui sont faits, effectivement, vers des signes de qualité et pour lui donner plus de lisibilité sur ce qu'il consomme et plus d'informations sur ce qu'il consomme. Il y a évidemment un souhait de chacun. Je pense que la nouveauté depuis 3-4 ans, c'est que les gens comprennent qu'il y a un lien très fort entre l'alimentation et la santé. Et c'est pour ça d'ailleurs que la consommation de bio, entre autres, explose. C'est l'une des raisons principales. C'est parce que c'est la première raison de motivation aujourd'hui. Hein, c'est je préserve ma santé en consommant du bio. Donc c'est quand même pas négligeable. Et puis la bonne nouvelle aussi, c'est que je pense que les gens sont beaucoup plus matures pour pas payer le prix le plus bas. Et moi, je vais citer un exemple là-dessus, qui est celui de l'explosion du lait équitable en France, et notamment de C'est qui le patron. Et je trouve que la démarche qui est faite par C'est qui le patron est très intéressante, parce qu'au-delà d'améliorer la rémunération des producteurs. Bon, alors si on prend les producteurs laitiers, ils sont passés de 20 centimes le litre à 39 centimes le litre. Donc au-delà de faire ça, il y a un effort de pédagogie. Voilà. C'est-à-dire que sur tous les produits, vous allez comprendre les critères. Voilà. Allez, un mot chacun pour finir. Il faut Passionnant. apprendre au consommateur. Jean-Baptiste Moreau. Il faut que le consommateur sorte de l'idée que se nourrir, ça ne coûte rien. Enfin, se nourrir, ça coûte. Aujourd'hui, on est en dessous de moins de 10% du budget des ménages consacré à l'alimentation. Il faut lui expliquer et être honnête et direct avec lui qu'on ne pourra pas descendre en dessous aujourd'hui. Se nourrir et bien se nourrir avec une alimentation saine et de qualité, ça ne coûte pas rien. Serge Michel, ça, protéines. En fait, ce qu'on observe, c'est qu'on n'a jamais aussi bien mangé, on n'a jamais eu des produits aussi sûrs, mais on n'a pas les moyens de le prouver aux consommateurs. Et c'est là où on a vraiment un travail à faire, montrer tous les progrès qui ont été faits. On a baissé de 50% les quantités de pesticides, les 3/4 des produits qui étaient là il y a 20 ans sont plus sur le marché. Mais le consommateur, dans toutes les études que nous réalisons, il nous dit « prouvez-le-moi, je veux savoir quand j'achète un produit, prouvez-moi que l'agriculteur a bien fait son travail ». Et après, j'accepte l'idée qu'on ait pu utiliser des pesticides si je suis sûr qu'on l'a fait de façon raisonnable. Étienne Gagneron qui a justement ouvert un magasin de proximité juste à côté de sa ferme. Ça aussi, c'est tendance. Aussi, il y en a de plus en plus. Hein. On en parlera dans le défi ETI ce week-end avec la coopérative Unicor, les Halles de l'Aveyron. Ça aussi, c'est les consommateurs cherchent important de la qualité de la proximité. Pour le producteur d'avoir le retour direct du consommateur. Moi, je voulais juste dire que... Un mot, puis on se dit au revoir. Juste un mot avant de vous dire au revoir. Alors, c'est vrai que l'aspect santé est important pour les consommateurs bio, mais la tendance des baromètres montre que la tendance goût est en train de remonter. Et ça, c'est formidable. Alors, pour le bio, mais aussi pour tous les produits. Ça veut dire que les qualités organoleptiques et le goût, le bien manger,
est quelque chose qui revient très fortement, et pour nous, c'est formidable. Allez, Maximilien Rouer, et c'est fini. Et c'est fini, je rebondis sur Serge Michel, le consommateur a besoin d'être rassuré. La bonne nouvelle, c'est que c'est parti, la Ferme France est lancée, collectif de l'amont, des agriculteurs, des transformateurs et des distributeurs, pour rassurer le consommateur. Merci à tous. Merci Jean-Baptiste Moreau, député de La République En Marche du département de la Creuse. Éleveur, vous-même, donc rapporteur du projet de loi Agriculture et Alimentation. Serge Michel, auteur de Marketing de la peur, président de l'agence Protéines. Étienne Gagneron, éleveur en bio dans le Cher, responsable du bien-être animal. Ça aussi, c'est une autre question aussi importante. Vice-président de la FNSEA. Maximilien Rouer, Ferme France, auteur de Les agriculteurs à la reconquête du monde. Et puis Franck Rosenthal, vous allez le retrouver avec Emmanuel Le Chip ce week-end dans la librairie de l'Écho. Donner du sens au commerce. Il est expert en marketing du commerce. Bon sang de l'agriculture. On se retrouve très vite avec les décodeurs de l'Écho. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.
Bonsoir, plusieurs centaines de jeunes agriculteurs. Court